Bonjour à tous, je vous remercie déjà d'une d'être là avec nous ce matin, donc pour évoquer ce sujet de la grande démission. Donc avec moi, Garance, de Garance et moi, donc spécialiste du bilan de compétences et surtout premier témoin, je dirais, la ligne directe de ces salariés donc qui sont en recherche professionnelle, qui s'interrogent, donc qui sont en bilan de compétences. Donc, une petite matinée dédiée autour de cette approche, enfin, de la grande démission, mais avec une approche tournée compétences dans notre métier. C'est-à-dire que moi, j'accompagne régulièrement des organismes de formation, des entreprises, des écoles du supérieur. Nous abordons aussi l'aspect compétences et nous connaissons donc les difficultés de recrutement des entreprises, comme nous conseillons régulièrement des RH ou voilà, des directeurs d'organismes de formation. Donc, nous avons une vue un petit peu plus particulière de cette problématique que les DRH rencontrent aujourd'hui. Donc, je vais commencer à diffuser, à vous présenter voilà, les quelques chiffres, hein, une petite présentation toute simple. Garance, je compte sur toi. Voilà, j'échangerai avec toi au cours de cette petite présentation, puisque toi, tu es totalement concerné, étant donné que voilà, le cœur de Garance et moi, c'est le bilan de compétences. D'ailleurs, je vais te laisser te présenter avant de continuer. Donc, je t'en prie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton invitation. Je suis ravie de parler de ce sujet avec vous, de la grande démission et plus précisément du bilan de compétences, comment ça peut être une réponse à cette grande démission. Pour ma part, je suis Garance Hiverneau, la fondatrice de Garance et moi. Je vous présenterai Garance et moi un tout petit peu plus tard, Nathalie. Et je suis également membre des acteurs de la compétence au conseil d'administration des acteurs de la compétence et présidente de la commission Île-de-France, en sachant que les acteurs de la compétence est la plus grosse organisation professionnelle sur le marché de la formation. Voilà, et je vous fais une présentation de Garance et moi tout de suite après, Nathalie. Merci à toi. Très bien, merci Garance. Donc, nous allons commencer. Donc, Callister Consulting, hein, brièvement. Donc, j'en suis la fondatrice. On est une équipe composée de 5 personnes maintenant et on accompagne régulièrement donc, des organismes de formation, des entreprises pour se saisir un peu plus de cette dimension compétence. Donc, ce matin, ce qu'on va voir, on va parler des chiffres, hein, on va démystifier un peu tout ça, mythe, réalité. Les causes aussi de cette grande démission, même si on les connaît tous un petit peu, on va les évoquer quand même et creuser un petit peu. Ensuite, la marque employeur, hein, qui serait une des solutions à mettre en place, à développer pour limiter ce phénomène de grande démission avec la culture d'entreprise apprenante. Et enfin, la GPEC, hein, la GEPC, ou bien ce qu'on appelle maintenant la gestion de l'emploi. Il y a une petite fausse prévisionnelle, enfin, la gestion de l'emploi, je vais y arriver, excusez-moi, la gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Donc, pensons. Alors, ça n'a échappé à personne. Il y a eu une grosse étude de la DARES hein, qui s'intitule La France vit-elle une grande démission? Donc, cette étude voilà, a retracé les chiffres et comme vous le voyez, je pense que le graphique parle de lui-même. On voit bien donc justement le Covid, hein, la crise, et on voit aussi cette grande courbe, hein, cette grande montée de la démission. Et ce dernier trimestre, au troisième trimestre 2022, on voit que c'est même encore pire. Voilà, donc plus 1,6% et plus 1,4% par rapport au trimestre précédent. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même à prendre en considération. Évaluant régulièrement avec des professionnels, on se rend compte que effectivement, les tensions de recrutement, le taux de démission, le taux de turnover est quand même conséquent. Ce taux de turnover touche encore plus ces secteurs en tension. On va regarder un peu plus tout ça, on va regarder les causes un peu plus. Donc les causes, bien sûr, elles sont nombreuses, hein. On ne va pas détailler en profondeur les causes, on n'est pas sociologue ni psychologue du travail, voilà. Bien évidemment, la première des causes de cette grande démission, on peut penser que c'est la crise post-Covid. Le Covid a permis à beaucoup de salariés de prendre le temps de réfléchir, de se poser des questions. Et justement, juste avant de prendre l'antenne, entre guillemets, prendre le live, j'en discutais avec Garance, qui a vécu justement ce moment du Covid d'une certaine manière, là où tout le monde était un petit peu dans l'inactivité, chez vous, ça a été le contraire.
Oui, absolument. Nous, on a vu une augmentation extrêmement significative des demandes de bilan de compétences pendant le Covid, avec d'une part des collaborateurs en chômage partiel qui, pour la première fois de leur vie, ont eu du temps pour réfléchir à leur vie tout court, mais plus précisément à leur vie professionnelle, donc qui ont eu besoin d'être accompagnés pour réfléchir à l'étape d'après dans leur vie pro, et puis des personnes qui, pour le coup, étaient en poste et travaillaient réellement, mais dans des secteurs voilà, un peu challengés par le Covid, et donc qui ont complètement revu leur vision du travail, leur priorité de vie, et qui, eux aussi, se sont mis dans cette dynamique de réfléchir au fameux sens de leur vie et plus précisément au sens du travail, et qui ont dû réorganiser leur réflexion autour de leur trajectoire professionnelle. Donc, on a vraiment eu, nous, une explosion des demandes littéralement pendant le Covid, en effet. Donc voilà, et à 2 ans après, on voit qu'en fait, on a toujours dans cette même dynamique, un petit peu, même si ça s'est un peu calmé, de transition professionnelle, de recherche, de rapport au travail. On a même vu un phénomène en 2022, le quit quitting, excusez mon anglais, donc le phénomène de démission silencieuse, où le salarié ne démissionne pas, mais ne s'investit plus dans l'entreprise, se contente vraiment de faire le strict minimum. Donc ça, c'est un véritable problème aussi d'engagement pour les entreprises. Donc il y a eu tout ça qui est certainement découlé du Covid. Ensuite, ce qui peut aussi expliquer les causes de cette grande démission, c'est les tensions sur le marché du travail. On le sait très bien. Il y a certains secteurs qui sont fortement impactés, beaucoup d'offres et très peu de candidats. Donc, à partir de là, ça crée d'énormes opportunités. Et puis aussi, il ne faut pas le nier, ça serait peut-être même le point en premier, c'est la recherche d'un meilleur salaire, puisque nous sommes dans une situation économique tendue. On voit l'inflation des prix de l'alimentaire, l'inflation des prix de l'énergie. Donc, ce qui fait que pour les salariés, c'est aussi une des priorités. Donc, ce ne sont pas des choses sur lesquelles qu'on va aborder ce matin à la rémunération. Nous, on va vraiment plus se focus justement sur la gestion des compétences. Donc, la conjonction, comme voilà ce qui est écrit, de ces trois phénomènes donne lieu à une double tendance que tout le monde constate, donc une extrême volatilité des talents sur le marché du travail et des opportunités d'emploi sans précédent. D'ailleurs, on le voit bien dans cette même étude de la DARES, les salariés qui démissionnent retrouvent très vite un emploi derrière. Donc, voilà, ce phénomène de grande démission, il est quand même très large, les causes sont vraiment larges. Alors, bien évidemment, avec l'aspect RH, compétences que nous avons, on va aborder ce matin comment favoriser l'épanouissement des talents pour limiter ce phénomène de grande démission. Alors donc, je vous ai mis des liens de petites études très bien faites qui ont été faites, qui sont très récentes, donc sur les principaux enjeux RH des dirigeants pour 2023. Donc, les principaux enjeux, les trois premiers, ça va être davantage en face avec les attentes des nouvelles générations, pour 27%. De mettre en place des conditions de travail plus souples. Donc là, bien sûr, on pense télétravail, adaptation de l'emploi du temps, etc. Favoriser le développement des compétences de leurs salariés pour 66%. Et enfin, faciliter la mobilité interne pour 25%. Donc, la logique de formation, de montée en compétences d'entreprise apprenante, donc, c'est une des pistes RH identifiées par les dirigeants pour 2023. Je dis bien une des pistes, il y en a d'autres. Là, ce matin, on va se focus là-dessus. Donc, la mise en place d'une démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels, donc ce qu'on appelait GEPC avant, ou de strategic workforce planning, encore un nouveau terme que j'ai découvert dernièrement, c'est donc dans le podium des priorités des DRH pour 2023. Après, voilà, il y a à doser là-dedans. Donc, il y a 3 thématiques qui occupent une place prépondérante dans cette politique. Pour 88% des DRH, l'engagement et la fidélisation des collaborateurs. Donc, on y est bien, le phénomène de grande démission. Comment garder les talents au sein de son entreprise. Donc, ensuite, on retrouve l'attractivité, la marque employeur et le développement des compétences. Ce sont vraiment les 3 thématiques qui ressortent dans les besoins des DRH à l'heure actuelle pour 2023. Donc là, il va falloir certainement muscler la politique RH en interne, essayer de trouver d'autres leviers pour attirer et fidéliser les talents.
Donc, on va commencer à aborder tranquillement justement ce levier compétences, cette gestion des emplois et des parcours professionnels idéal, entre guillemets, hein, qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir fidéliser des salariés. Donc, l'entreprise apprenante. Alors, on va déjà repartir sur la définition de marque employeur. Hein. Voilà, on recadre un petit peu tout ça. Donc, la marque employeur, c'est l'image que les employés, les candidats potentiels, donc le grand public, ont d'une entreprise en tant qu'employeur. Cela inclut non seulement la réputation, mais également son identité, ses valeurs et sa culture d'entreprise. Et c'est là où on peut faire encore la différence. Sur des entreprises qui vous offrent même salaire, mêmes avantages, s'il y en a une qui vous offre une véritable culture d'entreprise apprenante, en tant que candidat ou même salarié, j'aurais tendance à quand même aller choisir celle qui a une véritable culture d'entreprise apprenante, qui valorise l'apprentissage continu et la croissance personnelle et professionnelle de ses employés. En encourageant les employés à se développer, en leur fournissant les outils, des opportunités pour se développer, pour monter en compétences, l'entreprise va favoriser la collaboration, la communication, bien évidemment, et ce qui peut améliorer la productivité, la créativité et surtout l'engagement des employés. Ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment primordial à mon sens à l'heure actuelle dans la gestion des compétences au sein d'une entreprise. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a cette réflexion-là. Quand on dépose un diplôme, un titre professionnel auprès de France Compétences, on nous demande toujours de cibler les métiers. Quelles compétences sont liées à des métiers? Suite au diplôme, quel type de métier? Ben voilà, vous êtes développeur web, quel type de postes peuvent être pour vous? Donc ça, c'est très important pour nous, cette lisibilité de compétences et de métiers exercés à la suite de l'obtention de la certification. Et donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On se base sur les fiches de poste des entreprises qui embauchent les personnes qui ont été certifiées, formées. Et quand on intervient justement auprès d'entreprises qui veulent se saisir de cette dimension d'entreprise apprenante, la première chose qu'un consultant va demander, c'est la fiche de poste. Et là, bien souvent, pas toutes, bien évidemment, la fiche de poste n'est pas suffisamment construite telle qu'on l'entend, nous, qui faisons des diplômes, enfin qui créons des titres professionnels et qui accompagnons à la certification. Parce qu'elle manque des informations, et des informations qui sont quand même, à mon sens, primordiales. Donc, la fiche de poste, voilà, c'est un élément socle. Donc, elle est créée sur la base des connaissances des professionnels de l'entreprise, voilà, en lien direct avec le poste concerné, et d'une analyse du poste. Cette analyse qui en découle va permettre de mettre en évidence le profil adapté en termes de prérequis. Là, je parle diplôme et expérience, d'habilité et ou de compétences nécessaires. Donc, savoir-faire, savoir-être et tout, pour pouvoir exercer les missions et activités du poste. Ce travail va permettre de définir un dispositif d'évaluation adapté déjà dans le cadre d'un recrutement et d'une gestion des compétences. Je vais aller plus loin dans ma démarche, vous allez comprendre. Pour permettre aux salariés candidats de se projeter dans le temps, il est nécessaire maintenant de penser compétences et formations reconnues. Une fiche de poste reliée à des certifications reconnues, je vous parle bien enregistrées auprès de France Compétences, ainsi qu'une mobilité professionnelle identifiée, peuvent être des outils qui favoriseront l'engagement des talents. On va partir sur un exemple concret. Imaginons, besoin d'un community manager au sein d'un cabinet de conseil. L'identification des compétences nécessaires, diplômes et expériences a été faite. On a fait l'analyse du travail. Donc, on va créer la fiche de poste. Cependant, on n'est pas des experts, c'est une création de nouveaux postes. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir aller chercher des informations? Quel type de certification? Quel niveau? Quel type de compétences? On a des outils qui existent. Bien évidemment, on a les fiches ROM. Alors, je vous conseille, je vous ai mis les petits liens, d'aller voir la nouvelle version des fiches ROM mise en œuvre depuis février 2023, les fiches ROM 4.0, donc qui ont été retravaillées de façon à permettre une meilleure lisibilité entre les besoins des entreprises et justement les certifications professionnelles. Donc, très intéressant d'aller les voir. Mais pour moi, il manque un petit peu de précision d'un certain niveau. Et c'est là qu'elle est utile, même nécessaire,
de regarder ce que font les observatoires des métiers de vos branches. En l'occurrence, comme là, nous sommes sur un cabinet de conseil, l'observatoire des métiers de la branche du cabinet de conseil, c'est l'OPIEC. Sur l'OPIEC, vous avez des tas de fiches métiers. Je ne vais pas vous faire une présentation du site de l'OPIEC. Vous avez les liens ensuite, vous pourrez télécharger le document et vous pourrez aller vous-même comprendre, faire votre petite recherche. Excusez-moi. Donc, j'ai été sur l'OPIEC, j'ai pu identifier dans la fiche métier le métier de Community Manager. Donc, il y a une présentation du métier, contexte du travail. Et il y a surtout 3 éléments, 3 blocs qui me paraissent indispensables à prendre connaissance quand on établit une fiche de poste à la base d'une politique de gestion des compétences. Donc, on voit les compétences et niveaux attendus, les certifications professionnelles qui sont en adéquation avec les missions de ce poste et les proximités et évolutions envisageables. Et ça, c'est très important. Donc là, par exemple, juste en dessous, vous voyez la liste des certifications. Donc là, ce sont des certifications hors branche, mais vous pouvez aussi avoir des certifications liées à la branche. Petite précision. Donc, et toutes ces certifications, en cliquant dessus, j'arriverai donc sur une fiche de France Compétences où là, j'ai la liste des compétences, les différentes écoles aussi, centres de formation qui forment à ces métiers et qui me permettraient aussi de mieux pouvoir sourcer mes candidats en les identifiant mieux, excusez-moi. Donc, et c'est important aussi, cette notion de compétence. Si vous reliez chaque mission de vos fiches de poste à des compétences identifiées sur des titres reconnus, c'est de la valeur ajoutée déjà d'une pour votre salarié, puisque ces compétences sont bien reliées à un diplôme. Et c'est aussi un axe à garder en tête dans le cadre de la VAE, qui est aussi un outil dont les entreprises doivent se saisir, dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, donc ça c'est déjà la base, à notre sens, pour pouvoir construire vraiment une fiche de poste qui soit vraiment efficace, reliée à des certifications professionnelles reconnues, qui nous permettent d'avoir un ensemble de compétences, des éléments de langage aussi, qu'on va pouvoir mettre en place dans les fiches de poste, dans l'entreprise, dans ce cadre de la formation. Donc ça, c'était vraiment le petit focus que je tenais à mettre en avant, vraiment la fiche de poste bien construite. Et autre chose que je voulais vous montrer dans la mobilité professionnelle est toujours sur le site de l'OPIEC. Et pareil, toujours sur le site, sur le métier de Community Manager. Imaginez, vous avez ça sur différents types de métiers. C'est aussi quelque chose que dernièrement, on a mis en place dans une des entreprises que j'accompagne afin de favoriser justement la GPEC, la gestion de l'emploi et des compétences au sein même de l'entreprise et d'attirer des nouveaux candidats. Au milieu, vous voyez donc le métier de Community Manager. Les autres provenances qui sont à gauche, donc quelle mobilité professionnelle, d'où vous pouvez venir, et à droite, vous avez les évolutions professionnelles possibles, moyennes, lointaines ou autres. Mine de rien, je trouve que c'est un outil qui est très valorisant pour le salarié aussi, pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences de l'entreprise. Le salarié ou le candidat peut visualiser ce qu'il peut faire à plus ou moins court terme, avec plus ou moins de formation. Donc, ce sont ce type d'outils qui, à mon sens, sont vraiment la base pour créer une véritable politique de la gestion de l'emploi, des parcours professionnels qui soient efficaces et efficientes. Une fois qu'on a fait cette base avec cette fiche de poste bien identifiée, les compétences identifiées, donc tout cet ensemble qui a été analysé, échange, il est temps de se saisir des outils qu'une entreprise apprenante peut mettre en place. Donc la formation, c'est comme on l'a vu, c'est une des solutions envisagées pour les entreprises pour fidéliser les talents. Qu'est-ce qu'on entend par formation? Bien évidemment, formation continue avec le plan de développement des compétences. Il y a aussi le contrat Pro-A. Alors, le contrat Pro-A, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à mettre en place pour vos salariés en CDI. Alors, petite spécification, c'est à destination de salariés qui n'ont pas de grade licence. Si votre salarié n'a pas un grade licence, qu'il occupe un poste, il n'a pas de qualification en adéquation, vous pouvez mettre ça en place. C'est quelque chose qui est très valorisant et qui va fidéliser aussi votre salarié ou même votre candidat. Si quand vous recrutez un candidat, vous lui dites d'ici 2-3 ans, tu auras la possibilité de valider un titre professionnel reconnu parce qu'on a mis en place une véritable politique
de gestion des compétences suivies et tracées et identifiées. Je pense que c'est un argument de poids qu'il faut prendre en considération. Un autre des outils, justement, dans cette gestion et reconnaissance des compétences, c'est l'action de formation en situation de travail. Alors, bien évidemment, je vous ai mis des petits liens utiles. Contrat Pro A, c'est un petit lien qui vous emmènera directement sur le site du ministère du Travail, qui vous donnera toutes les spécificités, enfin, tous les détails du contrat Pro A. La FEST, je vous ai mis le petit lien du dernier webinaire que j'ai tenu, enfin, que nous avons donné sur la FEST, où on vous détaille vraiment toutes les phases de la mise en place de l'action de formation en situation de travail. Donc, je vais brièvement, c'est une modalité pédagogique qui permet aux entreprises de se réapproprier la formation. Dites-vous bien que ce sont des outils vraiment que le gouvernement a mis en place pour que l'entreprise puisse se saisir de cette opportunité de devenir entreprise apprenante. C'est vraiment une des volontés du gouvernement de responsabiliser les entreprises sur ce côté-là. Nous avons bien vu que maintenant, nous avons des obligations de gestion des compétences de nos salariés, voilà, d'entretien annuel, de formation. Donc, c'est pour ça aussi qu'il existe des outils comme la FEST, pour se saisir de cette dimension d'entreprise apprenante. Donc, la VAE. Alors, la VAE, ça peut être aussi un superbe outil pour valoriser justement votre entreprise et mettre en place une culture vraiment apprenante. En construisant une fiche de poste reliée à des diplômes, donc avec des missions reliées à des compétences, vous allez pouvoir préconstruire, entre guillemets, la VAE de votre salarié et pouvoir l'accompagner. Alors, j'attends beaucoup de la réforme, enfin, de la simplification de la VAE. Donc, la réforme ne sera mise qu'en œuvre, enfin, pour ceux qui le savent, il y a une réforme qui est en cours de la VAE, voilà, elle sera mise en œuvre qu'au 1er janvier 2024. Cependant, il y a une expérimentation en cours sur certains métiers. Donc, si vous êtes dans ce secteur, dans les secteurs suivants, je vais vous dire, je les ai notés. Hop, voilà, donc uniquement sur les métiers de la métallurgie, du sport, de la grande distribution et du care. Les métiers du care, c'est les métiers des soignantes, enfin tout ce qui est soins. Il y a l'expérimentation REVA, qui peut vous permettre justement de saisir cette opportunité de VAE pour vos salariés. Donc pareil, je vous ai mis le lien de la plateforme REVA. Si vous êtes vraiment dans les secteurs de la métallurgie, du sport, de la grande distribution et du care, allez jeter un coup d'œil, ça peut être très valorisant pour vos parcours, pour vos salariés. Et enfin, un autre outil d'une entreprise apprenante, et là ensuite on va vraiment échanger avec Garance et son expérience terrain, c'est le bilan de compétences. Alors, on va rentrer en détail après sur pourquoi c'est un outil dont les entreprises doivent se saisir pour gérer au mieux les compétences de ses salariés. Donc, accompagner ses collaborateurs dans cette démarche d'épanouissement professionnel et ou de montée en compétences, c'est une des solutions pour fidéliser les talents et limiter les démissions. Cependant, on en est bien conscient, même si malgré cet accompagnement, le salarié quitte quand même l'entreprise, il est important qu'il parte avec un véritable sentiment d'accompagnement, une image positive. Pourquoi? Alors, je fais un tout petit focus sur un épiphénomène qui a été rencontré, que l'on voit de plus en plus dernièrement. Car un talent qui part n'est pas forcément définitif. En effet, un de ces derniers phénomènes, c'est le grand regret. Donc, en écho un petit peu avec la grande démission. Donc, et notamment, on l'a vu contextualisé dans un article du Guardian qui a interrogé près de 2500 salariés et qui a mis en évidence que pour 72% de ces personnes-là, elles se sont rendues compte que l'entreprise ou le poste qu'elles venaient de prendre ne correspondait pas à leurs attentes et qu'elles regrettaient leur ancienne entreprise. Et c'est un phénomène que l'on retrouve de plus en plus souvent dans des entreprises qui ont vraiment une véritable culture d'entreprise, de bienveillance, d'accompagnement, d'écoute, de revoir leurs anciens salariés après avoir été testés ailleurs, ne serait-ce pas pour voir simplement si l'herbe est plus verte, peut-être pour d'autres raisons, qui au final se sentaient mieux chez eux. Et justement, c'est un cas d'école que Garance pourra en parler parce qu'on en a déjà évoqué le sujet. Elle-même s'est retrouvée justement avec ce phénomène de salariés qui sont partis et revenus. Donc voilà,
Belle introduction, je te laisse le bilan de compétences et puis en même temps, bah voilà, toi qui as développé une très belle culture d'entreprise, puisque tu as la preuve que tes salariés reviennent, bah, je vais te laisser te présenter et en quoi surtout le bilan de compétences peut être un véritable outil pour les entreprises pour avoir une véritable gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, je vais partager Je ma présentation si j'arrive à la mettre à la place de la tienne. Et l'enlève la mienne, hop, et voilà. super. Merci beaucoup. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à me mettre vos questions, vos remarques, vos Voilà, interrogations dans le allez-y. chat. Je vais essayer de, voilà, de lire en même temps. Puis Nathalie, je t'invite Là, à… voilà, là, je vais lire, on va pouvoir prendre du temps pour répondre aux questions. Génial, mais en tout cas, n'hésitez pas. Hein. Le but, c'est aussi que ça soit interactif et que vous puissiez rebondir sur vos enjeux, sur vos sujets et qu'on puisse y répondre de manière un peu plus spécifique. Voilà. Donc, grande émission, et si le bilan de compétences était la solution, donc je ne vais pas me représenter, je l'ai fait brièvement précédemment. Je vais présenter en revanche mon équipe. Donc, on est 60 personnes aujourd'hui, donc 50 coachs qui sont évidemment tous certifiés au métier de l'accompagnement des transitions professionnelles. C'est aussi une équipe qui est très orientée sur l'innovation pédagogique parce que accompagner les mobilités, les transitions, ça ne s'invente pas. C'est un véritable métier avec une expertise, avec des compétences bien spécifiques et donc toute l'équipe évidemment est formée sur ces sujets-là et par ailleurs, voilà, on est 60 aujourd'hui, 60 personnes convaincues que l'accompagnement, eh bien, c'est la clé pour avoir des collaborateurs plus épanouis et qui dit plus épanouis dit aussi plus engagés dans l'entreprise et ça répond exactement à l'enjeu d'aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de Garance et moi, je vous en ai parlé précédemment, on est membre des acteurs de la compétence, on est évidemment certifié Calliope, tous nos accompagnements sont éligibles au CPF et nous avons une formation certifiante que Nathalie connaît bien qui s'appelle Accompagner les transitions professionnelles qui est donc enregistrée auprès de France Compétences. On accompagne un certain nombre d'entreprises, vous le voyez, sur des secteurs d'activité extrêmement variés, mais toujours dans ce champ qui est l'accompagnement des mobilités internes et externes des collaborateurs. Je fais assez vite sur la présentation officielle pour qu'on rentre dans le cœur du sujet. Dernière chose, donc depuis 2021, Garance et moi est partenaire de la Commission nationale française pour l'UNESCO pour l'égalité homme-femme. On a un engagement très fort sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et d'ailleurs, on a un prisme chez Garance et moi qui est d'accompagner plus précisément les femmes dans leur mobilité interne-externe avec pour vocation d'agir de manière plus globale sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les collaborateurs dans leur mobilité professionnelle. Et comment on fait ça? On fait ça de deux façons. D'abord, grâce à un bilan de compétences qu'on a totalement réinventé. D'abord parce qu'on l'a digitalisé, donc on est en capacité aujourd'hui d'accompagner les personnes sur l'ensemble du territoire. On n'a pas de barrière géographique. Et par ailleurs, on l'a réinventé parce qu'on a créé aussi un bilan de compétences dédié aux femmes et aux difficultés, aux freins qu'elles rencontrent dans leur carrière, que je ne vais pas vous énumérer ici, mais que vous connaissez, les écarts de rémunération, le fait que la maternité impacte considérablement leur progression de carrière, le fait qu'elles se dirigent dans un tout petit volume de secteurs d'activité versus les grandes familles de métiers auxquelles elles pourraient se confronter. Donc bref, elles ont des difficultés qui leur sont propres, auxquelles on répond au travers de ce bilan de compétences. Et par ailleurs, nous avons cette formation certifiante accompagner les transitions professionnelles qui forment vos collaborateurs dans vos services RH sur comment concrètement on accompagne les mobilités internes, externes de l'ensemble des collaborateurs. Alors, Nathalie a donné des chiffres hyper intéressants. Je vais vous en donner d'autres qui sont un peu plus spécifique. Donc, il y a une grande étude qui a été faite par Randstad. Donc, 40% des 18-24 ans et 25% des 55-67 ans disent préférer être sans emploi plutôt que d'être malheureux dans un travail qu'ils n'aiment pas. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une crise systémique de la relation au travail. On veut un job dans lequel on s'épanouit, qui a du sens pour nous. Et au travers de ce mot sens, qui est un mot un peu galvaudé et un peu un mot valise, eh bien, il va falloir déterminer ce que le collaborateur entend
par le mot sens, et c'est tout l'enjeu du bilan de compétences, c'est de creuser avec lui ou avec elle pour comprendre finalement qu'est-ce qui met derrière ce mot pour qu'on puisse, bien sûr, en relation avec les services RH, comprendre les leviers de cette personne et du coup créer plus d'engagement et de fidélisation. 40% des salariés disent avoir besoin de continuer à apprendre tout au long de leur carrière. Donc, on voit bien aussi que les collaborateurs sont dans une logique d'apprentissage permanent, de remise en question, pas tous, hein, on le sait, mais en tout cas une grande partie. Et il faut accompagner ces collaborateurs dans cette dynamique-là, parce que là encore, ça sera évidemment une source d'engagement pour eux. Alors, on a aussi mené une grande étude avec l'IFOP chez Garance et moi sur le ressenti des femmes dans leur satisfaction au travail. Et là encore, on a eu des chiffres assez éloquents. Donc d'abord, seulement 24% des femmes se disent satisfaites de leur situation professionnelle. Donc c'est évidemment très très peu. Et la grande majorité d'entre elles, 57% d'entre elles, rêvent de reconversion pour des raisons qui sont spécifiques aux femmes, mais qu'on retrouve aussi évidemment chez les hommes, bien entendu, qui est que, eh bien, on a envie de se reconvertir parce qu'on veut changer de métier, de secteur ou de statut professionnel face à une frustration, notamment par un travail chronophage et stressant, et souvent lié à un manque de reconnaissance. Et on voit bien que la reconnaissance est un vrai sujet qui est souvent, nous, remonté dans les accompagnements. Et la reconnaissance, ça passe pas toujours par de la rémunération, ça passe aussi par la reconnaissance des compétences que la personne a acquises et a développées, et les compétences qu'elle va aller chercher en se faisant former ou en ayant une mobilité interne au sein de l'entreprise. Donc finalement, il y a des leviers qui sont assez sous-exploités en entreprise qu'on peut aller chercher et qui va renforcer cet engagement, cette fidélisation à l'entreprise si on agit précisément sur ces leviers. Voilà, je retiens quelque chose qui est très intéressant, très pertinent, c'est cette frustration, enfin, l'origine du bilan de compétences. Qu'est-ce qui va faire qu'un salarié a envie d'aller, a besoin de cette démarche? C'est souvent la frustration qui est à l'origine donc de cette démarche-là. Absolument, absolument. Et donc, l'étude a également révélé que, alors évidemment, pour les femmes, il y a une insatisfaction liée à la rémunération, mais ça, c'est lié, bien sûr, aux écarts qui sont encore extrêmement conséquents. On a la question du stress au travail. 56% se déclarent stressés dans le cadre de leur travail. Donc, on voit bien que les femmes, c'est lié aussi à cette fameuse charge mentale qu'elles gèrent plus que les hommes, puisqu'elles passent 2 fois plus de temps à gérer les tâches domestiques et familiales. 38% ne voient pas la possibilité d'évoluer. Donc là encore, on a un levier pour pouvoir aider ces collaboratrices, mais aussi ces collaborateurs à avoir un parcours d'évolution au sein de l'entreprise. Et enfin, la reconnaissance au travail qu'on vient d'évoquer, qui est clairement un levier qui est assez facilement activable sans forcément passer par la case rémunération. Alors, je passe à la slide suivante. Alors, je vais faire un focus à nouveau sur les femmes. 71% des femmes sont en attente d'empowerment et de leadership. Et on voit que la thématique relative à l'épanouissement personnel et professionnel arrive en seconde position. Donc, on voit bien que ce sujet de je veux m'épanouir dans mon travail, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. J'ai envie de prendre du plaisir et d'avoir vraiment un impact dans mon activité quotidienne. Ça ressort très fortement auprès des salariés. Un contexte un peu global que vous connaissez bien évidemment, mais qu'il est néanmoins parfois utile de rappeler. On est dans une logique d'obsolescence des compétences et accélérer, je pense que c'est le bon mot. Vous l'avez vu avec notamment cette accélération sur l'intelligence artificielle, ChatGPT qui arrive en force. Enfin, on voit bien qu'on va être dépassé par une vague qu'il est très difficile d'appréhender, y compris par des experts. Mais en tout cas, on voit que les métiers, les compétences vont complètement être chamboulées, ça va évoluer. C'est le mot, merci Nathalie. Et donc, il faut que les entreprises, et d'ailleurs ça fait partie de leur obligation légale, se mettent dans une logique d'anticipation et non pas de réaction, d'où l'intérêt d'avoir une démarche de GPEC et d'utiliser parfois des outils que Nathalie a évoqués. Et donc, l'employeur doit être aujourd'hui dans une logique de gestion dynamique et donc, encore une fois, d'anticipation plutôt qu'une simple gestion prévisionnelle des compétences.
Et enfin, j'en parlais là à l'instant, l'employeur aujourd'hui est obligé de garantir l'employabilité d'un collaborateur. Donc vraiment, c'est un élément dont il faut absolument tenir compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire offrir les moyens et un accompagnement en accord avec le projet professionnel du collaborateur, que ça soit dans le cadre d'un développement de la stratégie de l'entreprise, mais aussi parfois dans le cadre d'un projet personnel externe. Et j'en profite pour rebondir sur un sujet qui est souvent remonté par les services RH qui nous disent oui, mais si je propose un bilan de compétences, mon collaborateur va partir. Sachez qu'un collaborateur qui veut partir, ça ne sert à rien de l'empêcher de partir coûte que coûte. Il vaut mieux accompagner sereinement un départ, quitte à vivre ce que Nathalie évoquait tout à l'heure, d'avoir des salariés boomerang, donc qui vont expérimenter des choses ailleurs de votre entreprise, mais qui parfois reviennent une fois qu'ils ont expérimenté ce qu'ils ont à expérimenter. Mais il vaut mieux toujours accompagner cette mobilité, y compris quand elle est externe, plutôt que de le retenir coûte que coûte, si clairement il y a un désalignement entre ce que souhaite le collaborateur dans sa trajectoire professionnelle et ce que vous pouvez lui offrir, parce que parfois on ne peut pas toujours offrir ce que veut le collaborateur par rapport à ses attentes, que ce soit des attentes en termes de rémunération, de métier, de compétences, de cadre de travail ou autre. Ah mince, excusez-moi, je me suis trompée de slide. Donc, je parlais de l'obligation des employeurs. N'oubliez pas, alors j'ai oublié une slide. Tous les 2 ans, l'entretien professionnel, on a tendance à l'oublier. J'ai encore été contactée récemment par un grand groupe qui n'était pas du tout à jour sur cette histoire d'entretien professionnel, avec aujourd'hui des pénalités qui sont extrêmement élevées. Hein. Vous devez verser 3 000 € d'abondement sur le compte CPF du collaborateur si vous n'êtes pas à jour de cet entretien professionnel. Il y a des contrôles qui vont arriver. Donc, soyez très vigilants sur ce point-là. Donc, cet entretien professionnel, il est obligatoire. Évidemment, il a pour vocation, là encore, d'être dans une démarche d'accompagner l'employabilité de son collaborateur et de lui permettre d'envisager des perspectives d'évolution professionnelle et les formations qui peuvent y contribuer. Ça vaut aussi pour tous les salariés qui sont dans des situations spécifiques. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous les voyez apparaître. Hein, les retours de congé parental, les retours de congé mat, les arrêts de travail longue durée, etc., etc. Vous devez obligatoirement proposer un entretien professionnel à ces salariés sous peine de sanction. Donc, attention à bien être à jour. Donc ça, bien souvent, c'est oublié et c'est là que le bas blesse. Donc, c'est vraiment un petit détail qui n'est pas un petit détail et qu'on tient vraiment à vous rappeler. 3 000 € par collaborateur. Voilà, c'est du détail qui pèse, on va dire. Faites le calcul, ça vaut très, très cher. Et donc, parfois, ça vaut le coup. Nous, on fait ça, par exemple. Des fois, on accompagne les entreprises dans l'externalisation de leur entretien professionnel. Ça vaut le coup, parfois, de payer un prestataire qui va s'occuper de cet entretien professionnel pour que vous puissiez être à jour de vos obligations légales et d'éviter d'avoir des pénalités qui peuvent monter très, très haut en termes de coûts, évidemment, pour vous. Alors, le bilan de compétences, je vais faire vite parce qu'il reste assez peu de temps. On a du temps. Ok, super. Donc, le bilan de compétences, c'est clairement un levier pour vous qui peut répondre à vos objectifs RH, d'abord de rétention, donc face à cette grande démission, d'engagement et bien sûr d'amélioration de marque employeur. Comment on fait ça grâce au bilan de compétences? Eh bien, grâce à plusieurs choses. Donc déjà, ça permet d'augmenter le niveau de satisfaction et de sens au travail. On l'a vu que cette histoire de reconnaissance dans ma vie professionnelle, c'est absolument essentiel pour les collaborateurs aujourd'hui. En leur proposant un bilan, bien on tient compte de cette envie, de ce souhait d'être reconnu et donc ça augmente de manière assez mécanique le sentiment de satisfaction et de sens au travail. Ça améliore la rétention de vos collaborateurs, sauf ce que je viens d'évoquer dans le cas où le collaborateur veut partir, mais là encore, il vaut mieux accompagner cette mobilité externe que de lutter contre et de créer des situations de conflit. Ça améliore votre marque employeur parce qu'une entreprise qui communique
dynamique sur le fait qu'elle accompagne ses salariés dans leur mobilité interne, externe, dans leur évolution, dans leur montée en compétences, dans leur préservation de leur employabilité, clairement, ça fait rayonner votre entreprise et votre marque employeur. Et enfin, ça c'est un élément absolument essentiel, ça rend acteur votre collaborateur de son employabilité, de son parcours professionnel, parce que au travers d'un bilan de compétences, on va évidemment lui donner les outils, les clés, le responsabiliser face aussi à sa responsabilité de prendre en main sa vie professionnelle. Et donc, un collaborateur qui devient acteur de son parcours professionnel, eh bien, c'est clairement un collaborateur ou une collaboratrice qui sera beaucoup plus engagé dans les différentes propositions que vous allez pouvoir lui faire. Alors, plus spécifiquement, comment ça répond à vos enjeux spécifiques? Donc, de 3 façons. D'abord, en proposant des perspectives professionnelles dans le cadre, évidemment, d'une GPEC, d'une politique de mobilité interne. Ça répond à des enjeux d'inclusion. Pourquoi? Parce que, et pour le coup, sur les femmes, on est vraiment tout à fait pertinent pour en parler. Quand on accompagne une collaboratrice dans le cadre d'un bilan de compétences, on va l'aider à lever ces stéréotypes, ces barrières, ces freins limitants pour lui permettre d'accéder à des postes avec plus de responsabilités, alors que parfois, j'imagine que dans vos entreprises, vous avez du mal à les faire monter sur ces postes-là. Donc, on va travailler vraiment de manière extrêmement fine, précise, personnalisée pour permettre de lever tous les freins, tous les stéréotypes, toutes les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes, mais aussi les seniors. On voit bien que c'est un sujet d'actualité extrêmement brûlant. Comment on accompagne les fins de carrière? Et le bilan de compétences, c'est clairement un outil qui est extrêmement pertinent pour ce sujet-là. La diversité, donc toujours par rapport aux stéréotypes. Je ne peux pas aller sur cette mobilité parce que je suis dans telle et telle situation. Nous, on va essayer de détricoter ces barrières, ces freins limitants, bien sûr, toujours dans la limite de ce qu'il est possible de faire avec, dans le cadre de votre stratégie RH. Et enfin, le handicap, toujours dans cette même logique d'essayer d'identifier quels sont les freins à une mobilité interne ou externe. Et troisièmement, plus important, voilà, comme tu le disais, avec ce contexte de retraite d'âge repoussé, on va se retrouver confronté, entreprise, à plus en plus de mobilité professionnelle. Donc, les bilans de compétences, à mon sens, devraient être un outil dont devra impérativement saisir les entreprises pour pouvoir anticiper justement cette mobilité professionnelle de leurs seniors. Voilà, et si vous êtes dans une démarche, encore une fois, d'anticipation et non pas de réaction, quand vous mettez une véritable démarche d'accompagnement de bilan de compétences dans le cadre d'une GPEC, d'une démarche d'inclusion et, dernier point, de soutien de transition pro de manière responsable. Donc là, on est plus dans une mobilité externe, donc d'accompagner des collaborateurs dans le cadre d'une mobilité externe de manière responsable, eh bien, clairement, ça fait rayonner votre marque employeur parce que vous êtes dans une démarche d'accompagner vos collaborateurs, quelles que soient les options, et tout ça en responsabilité. Je vous donne le top 3 aussi de ce qui ressort, nous, de nos accompagnements. Donc, qu'est-ce que disent nos bénéficiaires du bilan de compétences, mais aussi les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Donc, déjà, il y a une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Meilleure connaissance d'eux-mêmes, ça veut dire le sentiment d'une meilleure reconnaissance aussi. C'est une confiance retrouvée. D'abord, pour le collaborateur, il reprend confiance dans ses capacités, dans ses ressources, dans la façon dont il va se projeter dans sa vie professionnelle, mais c'est aussi une confiance retrouvée parfois avec l'employeur dans des situations où ça peut être parfois assez compliqué, voire tendu. Et enfin, un projet professionnel qui va apparaître comme étant clair, réaliste en externe, réaliste en interne. N'oubliez pas, on travaille toujours main dans la main avec vous. L'objectif, c'est qu'on propose des options, des projets réalistes face à votre situation et à vos enjeux, et donc alignés vis-à-vis du collaborateur sur ses critères à lui ou à elle, et alignés bien sûr par rapport aux perspectives que vous pouvez lui offrir. Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, pour Garance et moi, tous les centres de bilan ne fonctionnent pas de la même façon, mais en tout cas, pour ce qui est de Garance et moi, on travaille avec de 2 façons différentes, en tout cas avec 2 outils. D'abord, évidemment, une coach dédiée
toutes certifiées au métier de l'accompagnement, qui va accompagner votre collaborateur ou collaboratrice en visioconférence, et cette coach sera choisie, on en a 50, on a le choix, évidemment sur mesure en fonction soit de votre secteur d'activité, soit de vos enjeux, soit de du type de collaborateur que nous devons accompagner, mais c'est aussi une plateforme qui va donc être accessible en fonction des contraintes de votre collaborateur en termes de géographie ou de temps de travail, avec des activités à faire 100% en ligne, en autonomie, interactive et personnalisée, avec des tests, du contenu audio, vidéo, de tout un tas d'outils qui va permettre de renforcer et de tracer aussi l'accompagnement qui va être mené par la coach. Donc, sur les étapes, il y a 4 étapes. Donc, première étape, un audit. Donc, on fait un audit de la situation. Donc, bien sûr, de votre situation à vous, quels sont vos enjeux par rapport à ce collaborateur ou à ces collaborateurs? Est-ce que vous avez des enjeux spécifiques? On fait un audit aussi, bien sûr, de la situation du collaborateur en question, quelles sont ses attentes, pourquoi ça ne va pas aujourd'hui, comment il se projette, quels sont les critères qui comptent pour lui, comment il pourrait retrouver ce sujet du sens au travail, d'engagement dans son quotidien. Donc, c'est vraiment un diagnostic pour comprendre en effet quels sont les enjeux des deux parties. Ensuite, on rentre dans une étape d'introspection pour faire une analyse des compétences ou des expertises développées, celles qu'on va continuer à développer, celles qu'on va parfois écarter s'il y a une évolution envisagée. Quelle est la personnalité de votre collaborateur? Est-ce que c'est en adéquation avec le projet qu'on va construire avec lui, avec elle, et quelles sont ses valeurs? Tout ça pour vérifier en effet qu'on est toujours sur un projet qui est bien aligné. On passe sur une période d'exploration. Donc là, on rentre dans le dur, dans le vif du sujet, sur quel projet va commencer à se dessiner, toujours en lien, bien sûr, avec vos enjeux à vous, par rapport à la cartographie de vos métiers, de vos compétences, de vos emplois possibles au sein de votre structure. Et enfin, on passe au plan d'action. Le but est que ce bilan de compétences se mette en œuvre dans la réalité, bien sûr, du collaborateur, mais aussi dans la vôtre, avec un plan d'action à court et moyen terme, et parfois, le cas échéant, avec un projet de formation, si c'est nécessaire d'avoir une montée en compétences, ou un projet de VAE, par exemple, qui peut s'articuler avec le bilan, si le but, c'est d'aller chercher une certification, un diplôme, mais que le collaborateur a bien déjà les compétences sur ce diplôme-là en question. Puis, du coup, ça serait aussi ce sentiment de revalorisation, de reconnaissance, peut-être pas financière, mais au moins des missions qu'on a accomplies en entreprise. Ça peut être aussi pour moi un élément assez important. Bien, je te remercie, Garance, pour la clarté de ces explications. Donc, nous avons quelques questions. Alors, bonjour, vous ne parlez pas des RPS et des burn-out. Ah, dans le cadre du bilan de compétences, donc je pense que ces questions, voilà, Garance, voilà, est-ce que beaucoup de candidats… Alors, burn-out, on a évidemment beaucoup de personnes qui sont passées malheureusement par la case burn-out, et le bilan de compétences est un bon moyen, en effet, de remobiliser le collaborateur qui a subi un burn-out, qui est souvent quand même un tsunami dans sa vie, et ça permet aussi, là encore, à l'employeur d'accompagner ce retour, qu'on ne peut pas accompagner de n'importe quelle façon, de manière à ce que le collaborateur puisse revenir au travail dans de meilleures conditions. Donc oui, on fait de l'accompagnement post-burn-out. Alors toujours, quand il y a vraiment, ça dépend de la situation de la personne, mais parfois en accord avec la médecine du travail. En tout cas, on essaye d'articuler ça de manière à ce que ça se passe au mieux côté employeur et bien sûr côté collaborateur. Donc, le bilan de compétences est-il toujours considéré par les entreprises comme un signe de départ du salarié? Non. Alors, c'est ce que je disais, parfois oui, mais c'est vraiment, là, on voit bien qu'il y a une grande tendance de la part des entreprises maintenant d'utiliser ce bilan de compétences qui a quand même, je le rappelle, l'immense avantage d'être pris en charge par le CPF. Donc, pour l'employeur, c'est quand même
un levier, un outil très intéressant avec un coût quasiment nul. Et encore une fois, quand un collaborateur veut quitter l'entreprise, on a tout intérêt à l'accompagner dans cette mobilité, y compris externe, plutôt que de lutter contre ce départ. Et donc, ça risque en effet de mal se passer. Donc, aujourd'hui, les mentalités changent et nous, on est sollicités de plus en plus par des entreprises qui veulent utiliser le bilan, même si, en effet, il y a un risque d'avoir une mobilité externe à la clé. Voilà, merci. Alors ensuite, Dominique, obligation légale, mais comment intervenir quand la GPEC est sous-exploitée, peu de plans de formation avec des pourcentages de personnes ou avec des pourcentages de personnes à former, cela aussi induit la démobilisation. Pas compris, donc peu de Alors, fonds avec des... je n'ai pas compris non plus. Donc, peu de plans de formation avec des pourcentages de personnes à former, cela aussi induit la démobilisation. Alors oui, alors si je comprends bien le sens de votre question, Dominique, en fait, il faut vraiment que ça rentre dans le cadre d'une stratégie globale. Donc, Voilà. en effet, il faut que le plan de formation, donc le plan de développement des compétences et le plan de formation soient bien en adéquation. Mais c'est toujours très compliqué de bien identifier quels sont les enjeux de formation et du coup, le plan de développement des compétences, si on n'a pas fait le point avec son collaborateur, et c'est tout l'enjeu de l'entretien professionnel, notamment, de bien comprendre quelles sont, alors bien sûr, les attentes de l'entreprise par rapport à vos enjeux de compétences, mais aussi les attentes du collaborateur pour pouvoir construire un plan de développement des compétences et un plan de formation en adéquation avec les enjeux réciproques. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ma Et je réponse. pense aussi l'obligation légale, en fait, oui, bah oui, c'est une obligation légale de faire monter en compétence les salariés avec, depuis 2018, hein, de mémoire, n'est-ce pas, avec la loi, la liberté de choisir son avenir professionnel qui a impacté le monde de la formation, mais aussi le monde de l'entreprise et surtout les RH qui sont devenus les gestionnaires de compétences. Donc, c'est pour ça aussi que cette dimension. Après, je comprends l'obligation légale sur des petites structures qui ont des salariés qui sont posés ou autres. C'est vrai que cette dimension formation, on peut se poser la question, mais comment je vais pouvoir déployer ça? Donc, c'est à nous, là, professionnels, justement, de pouvoir propager la bonne parole pour que les petites structures puissent se saisir de ces opportunités. Ensuite, là, on parle des contrôles. Je pense que quelqu'un a répondu. Oui, voilà. Tous les... Ben oui, bien sûr. Alors, si Garance a la certification Calliope, c'est lent. Enfin, ces consultants sont de qualité. Il y a toute une procédure de recrutement des consultants pour obtenir, enfin, c'est une partie des critères du label Calliope. Ça, c'est ma petite expertise. Donc, oui, je peux répondre à la place de Garance, là. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, qu'avez-vous mis en place qui sort de l'eau dans votre entreprise? Alors ça, je pense que c'est pour toi, Garance. Alors, à quel niveau essayer d'être un tout petit peu plus précise dans votre question, comme ça je pourrais vous apporter une réponse la plus précise possible. En tout cas, nous ce qu'on met en place, alors j'ai d'ailleurs fait un post LinkedIn qui a provoqué beaucoup de passion ces derniers jours. Nous, on est une entreprise à 80% en télétravail. C'est un choix. Voilà. On était déjà en télétravail avant le Covid. Alors évidemment, on a accéléré cette tendance-là après le Covid, mais la question de l'articulation vie professionnelle, vie personnelle est un élément extrêmement important aujourd'hui pour l'ensemble des collaborateurs et clairement, le télétravail permet cette meilleure articulation. Donc nous, on a une position assez radicale. 80% en télétravail, c'est beaucoup. Donc c'est une journée par semaine en entreprise. Mais néanmoins, ça nécessite d'avoir une réflexion très aboutie, très approfondie sur comment on maintient le collectif malgré une politique assez ambitieuse en termes de télétravail. Et donc, évidemment que le management doit être très réfléchi, très structuré, très carré. Les rituels doivent être absolument mis en place, pensés, réfléchis. Donc, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une politique RH vraiment qui est adaptée à cette politique de télétravail avec un travail sur le collectif qui est extrêmement abouti. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé ces sujets-là et ça fonctionne vraiment très bien puisque on a un taux de satisfaction des collaborateurs qui est extrêmement élevé et on a parfois, comme le disait Nathalie, des salariés boomerang qui peuvent partir parce qu'ils veulent expérimenter d'autres choses. Donc, on les accompagne dans ce départ-là et l'immense majorité sont revenus. Donc c'est qu'on ne doit pas être si mal que ça chez Garance et moi. Ouais, je confirme. Donc, ensuite, quel type de profil est-il judicieux de proposer d'effectuer un bilan de compétences?
Alors, Asma, alors il n'y a pas de type de profil. Nous, on a tellement de flux et de volume, on accompagne vraiment tous les profils, que ce soit vraiment des niveaux peu qualifiés comme des niveaux cadres supérieurs, voire cadres dirigeants. On accompagne tous les secteurs d'activité et c'est tout l'intérêt d'avoir une population de coachs assez importante, hein, 50 coachs, parce que évidemment, on a des coachs qui vont savoir accompagner plus spécifiquement tel ou tel type de profil. Nous, comme on a beaucoup d'outils digitaux, on a un vrai sujet autour de est-ce qu'on a des personnes qui vont savoir utiliser ces outils-là. Donc, on est vraiment dans une démarche d'inclusion, y compris à notre niveau. Et donc, aujourd'hui, on est capable d'accompagner vraiment tous les profils. Vous, je ne sais pas si vous êtes côté entreprise ou côté collaborateur, mais en tout cas, sachez que pour les entreprises, l'intérêt du bilan, c'est qu'on peut proposer en masse cet accompagnement à un coût qui est dérisoire parce que même si vous faites un abondement CPF, ça reste voilà, très peu coûteux et ça permet d'avoir, encore une fois, un effet levier extrêmement efficace sur l'engagement, enfin tous les sujets qu'on vient D'ailleurs, d'aborder. c'était une des questions de Nadia. Enfin, parmi quel est le coût d'un bilan de compétences? Alors, le coût d'un bilan de compétences, donc on est à 2 190 € pour notre formule premium avec 12 heures d'accompagnement. C'est la formule la plus confortable parce qu'on va vraiment loin dans la construction de ce nouveau projet professionnel. Et après, on a une formule un peu plus light qui permet d'accompagner des collaborateurs sur des sujets un peu plus spécifiques. Quelqu'un qui aurait déjà un projet de mobilité, qui a besoin de valider si cette mobilité, elle est pertinente ou non. Voilà, donc on a deux offres qu'on adapte, là encore, en fonction des enjeux et des besoins de l'entreprise et du collaborateur, bien sûr. Donc, merci Garance. Donc là, encore une autre question de Marie-Hélène. Pour Garance, quel diplôme possèdent vos collaborateurs qui accompagnent le changement? Donc là, voilà, c'était coach. Alors, nous avons une formation certifiante inscrite au répertoire spécifique de France Compétences qui s'appelle Accompagner les transitions professionnelles. Donc, on forme des personnes qui veulent accompagner les transitions professionnelles en entreprise ou en indépendant, peu importe. Donc, tous nos coachs sont évidemment certifiés à ces métiers-là. Et encore une fois, ça ne s'improvise pas. C'est des métiers qui sont à la frontière de la psychologie de l'orientation, mais aussi de la connaissance du marché de la formation et du secteur des ressources humaines au sens large. Donc, c'est vraiment un métier à la frontière de ces champs-là et bien sûr, avec une connaissance extrêmement fine du marché de l'emploi, donc dans une démarche vraiment prospective d'évolution du travail pour qu'on puisse, là encore, être toujours dans une démarche d'anticipation de l'employabilité du collaborateur et non pas de réaction et toujours courir en permanence à travers, derrière les grandes évolutions du monde du travail. Très bien, merci. Donc, Valérie, vos coachs ne sont que des femmes. Toujours pour toi, Garance. Alors, figurez-vous que je suis très active sur le sujet de l'égalité homme-femme et dans les deux sens, mais sur les métiers de l'accompagnement, il y a beaucoup de femmes et pas assez d'hommes et nous avons du mal à recruter des hommes. Donc, s'il y a des messieurs qui nous écoutent, qui veulent devenir coach de carrière, ils sont les bienvenus. Mais en effet, nous avons beaucoup, beaucoup de femmes parce que c'est essentiellement un métier occupé par des femmes aujourd'hui. Très bien. Alors, une question qui est importante d'Hélène G. À la suite d'un bilan de compétences, l'employeur peut-il décider de se séparer du collaborateur? Alors, vous savez, en France, on ne peut pas se séparer d'un collaborateur pour n'importe quelle raison. Donc, tout dépend en effet de la raison pour laquelle vous souhaitez vous séparer du collaborateur. L'intérêt du bilan, c'est que c'est une démarche qui est co-construite. Donc, si en effet, il n'y a pas de perspective au sein de votre entreprise et que le bilan permet aussi aux collaborateurs de prendre conscience de cet élément-là, nous, on peut l'amener à réfléchir à une mobilité externe, mais ce ne sera pas la raison pour laquelle vous allez pouvoir vous séparer de votre collaborateur, d'un point de vue juridique, j'entends. Donc, ça peut être un moyen de faciliter, encore une fois, la prise de conscience que chez vous, ça c'est plus possible pour X raisons, et d'accompagner de manière assez sereine une perspective d'aller vers une mobilité externe. Donc, c'est pour ça que l'employeur a une véritable responsabilité quand il souhaite se séparer d'un collaborateur, d'accompagner cette séparation en proposant un bilan de compétences. Mais le bilan de compétences ne pourra pas être le seul élément pour vous séparer d'un collaborateur.
Très bien, je te remercie. Donc, on a fait le tour des questions. Pardon, donc je te remercie, Garance, pour Merci à vous, Nathalie. clarté de ces explications. Et puis, bah, voilà, je pense que les entreprises ont compris pourquoi, pour moi, le bilan de compétences est un outil indissociable d'une véritable gestion prévisionnelle de l'emploi de compétences. Je vous remercie à tous d'avoir participé, de nous avoir suivis. Le webinaire sera disponible en replay, ainsi que les documents que vous avez pu voir. Ils seront téléchargeables. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous remercie d'avoir participé. Au revoir, Garance, à la prochaine. Merci Nathalie, merci à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir.